Bonjour et bienvenue à notre émission del Hable en bref. Dans la Journée mondiale de la justice sociale, des organisations se sont rassemblées au Vélo-Gare de Victoriaville pour faire connaître la difficile situation qui vivent de nombreux citoyens de la région à cause de la difficulté de trouver un logement abordable. La crise des logements affecte surtout personnes en situation de handicap, immigrants, autochtones, femmes victimes de violences conjugales et familles monoparentales. Vanessa Gamboa, agent au lutte sociale de l'Association des groupes d'éducation populaire autonome du Centre du Québec, AGEPA, a fait connaître un témoignage touchant d'un immigrant qui dénonce de façon anonyme la difficulté d'accès à des logements décents. Evelyn Hermans, directrice de l'Association des locataires du Centre du Québec, a également souligné que le taux d'augmentation de 5,9% annoncé récemment pour le tribunal administratif du logement était très préoccupant et annonçait des hausses catastrophiques pour des gens qui payent déjà des loyers exorbitants. Bienvenue. Merci tout le monde d'être là. Merci beaucoup en ce froid et cette journée de 20 février, Journée mondiale de la justice sociale. Faut pas que j'avance trop en plus. Désolée. Je vais débuter avec vous une reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons les nations Wabanaki et Ndakida comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Le Centre du Québec est composé de deux communautés abénaquistes que sont Odanak et Willinak. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres acteurs de la communauté québécoise et centricoise. Sans plus attendre, je passe la parole qui va nous expliquer c'est quoi cette journée mondiale de la justice sociale à ma collègue Vanessa Gomba Gonzalez, agente aux luttes sociales. Bienvenue tout le monde à cette journée de la justice sociale. Et aujourd'hui, nous nous rassemblons ici à la place Sainte-Victoire pour réfléchir et agir sur un enjeu qui touche profondément la société, la crise du logement et l'insécurité alimentaire. Une crise qui, ici, au centre du Québec, et comme ailleurs, met en lumière les inégalités et les défis auxquels font face des milliers de personnes chaque jour. Les logements, c'est bien plus qu'un toit. C'est un droit fondamental, un pilier de la dignité humaine. Pourtant, nous vivons en une réalité où trop de personnes peinent à se loger décemment. Des familles, des jeunes, des aînés, des femmes monoparentales, des personnes vivant avec un handicap et des personnes immigrantes qui seraient toutes pris dans l'engrenage d'une crise qui semble ne pas avoir de fin. La justice sociale, c'est reconnaître cette crise, que cette crise n'est pas une fatalité, c'est aussi comprendre qu'elle est le résultat des choix politiques, économiques et sociaux. Et c'est surtout agir pour y remédier. Et la justice sociale, c'est aussi une question de solidarité. C'est reconnaître que nous sommes tous interreliés, que la dignité de l'homme, c'est la dignité de tous, que personne ne devra avoir à choisir entre se nourrir et se loger. En cette journée, rappelons-nous que chaque geste compte, chaque voix qui s'élève, chaque main tendue, chaque effort pour comprendre et inclure contribue à bâtir une société où personne n'est laissé pour compte. Donc, merci d'être là aujourd'hui, en toute solidarité avec nous et dans la journée de la justice sociale. Donc, je prends la parole au nom de locataires qui sont les travailleurs, des familles, des aînés, des personnes vulnérables qui vivent des inégalités et qui voient leurs droits bafoués. L'Association des locataires Centre du Québec crie haut et fort son désarroi et son aberration face au détachement des gouvernements concernant la crise du logement, la crise alimentaire, la crise sociale qui sévit actuellement partout au Québec. Le taux d'inoccupation se situe à 1% actuellement et c'est le même scénario, sinon pire, dans d'autres régions. C'est urgent les locataires ont besoin de logements sociaux et communautaires. C'est urgent que les gouvernements investissent et agissent. On a besoin de logements accessibles avec un loyer qui ne dépasse pas le 30% des revenus des personnes, et ce, pour toutes les catégories de gens.
Il faut réapprendre à vivre en société et à se départir du phénomène du pas dans ma cour parce que oui, on est tout le monde concerné. Le taux d'augmentation de loyer suggéré par le tribunal administratif du logement de 5,9 %, c'est super préoccupant. C'est des hausses de loyers catastrophiques pour des locataires qui payent déjà des loyers vraiment exorbitants. Les personnes doivent choisir entre payer leur loyer ou payer leur épicerie. La sécurité alimentaire, le Resto-Pop déborde de demandes. La précarité fait qu'augmenter. C'est clair qu'on a un problème actuellement. Le coût de la vie génère une détresse et fragile la santé mentale de tous. On réclame au gouvernement d'agir afin qu'un gel des loyers soit effectif pour 2025 jusqu'à ce que la révision des critères du TAL soit révisée. On a besoin d'un registre des loyers pour protéger les locataires maintenant plus que jamais. Ce midi, on veut vous rappeler que toute personne a le droit de vivre dans la dignité, en sécurité, au chaud, peu importe son statut. Ce droit humain fondamental doit être honoré. À tous, j'ai envie de vous dire, vous avez les droits que vous défendez. Vous avez la capacité d'agir. Faites reconnaître vos droits. On doit agir ensemble, maintenant, solidairement, pour faire face aux enjeux qui sont actuels, pour une égalité des droits pour tous et tous. Merci infiniment. Donc, avoir un logement adéquat, abordable, sécuritaire et stable, sans discrimination, c'est un droit fondamental. Pourtant, de nombreuses femmes, pour de nombreuses femmes, c'est un droit qui reste inaccessible. Comme si avoir un toit sur la tête, c'est un privilège, puis aujourd'hui, un luxe. Au Centre du Québec, en 2021, on notait 2255 familles monoparentales dirigées par des femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses à faire face à une précarité grandissante en matière de logement. Mais certaines femmes sont encore plus vulnérables. Les femmes en situation de handicap se heurtent à un cruel manque de logements adaptés, les laissant sans solution appropriée à leurs besoins. Les femmes immigrantes et racisées subissent des barrières systémiques et des discriminations qui freinent leur accès à un logement décent et sécuritaire. Les femmes autochtones sont surreprésentées parmi celles vivant dans des conditions précaires et inadéquates, victimes d'un système qui les abandonne. Les femmes victimes de violences conjugales peinent à trouver un hébergement sécuritaire. Les maisons d'hébergement en ce moment sont débordées, sont sous-financées et sont incapables de répondre à la demande croissante. Résultat, de nombreuses survivantes sont forcées de rester dans des situations dangereuses ou se retrouvent en itinérance cachée, invisible aux yeux de la société. Ces injustices s'entrecroisent et exacerbent la crise du logement pour les femmes. Attendre, ce n'est plus une option. Nous devons donc développer plus de logements sociaux et communautaires pour répondre aux besoins réels de la population, garantir un accès équitable et sans discrimination au logement, peu importe l'origine, le statut ou la situation économique, financer adéquatement les ressources d'hébergement pour les femmes en situation de violence afin qu'aucune ne soit laissée sans refuge. Parce qu'aucune femme ne devra avoir à choisir entre sa sécurité et un toit. L'accès au logement ne doit pas dépendre du genre, du statut ou de l'origine, mais bien de notre droit fondamental à la dignité et à la sécurité. Un toit, c'est un droit, c'est pas un privilège. Tant que des femmes au centre du Québec dormiront dans la peur, l'insécurité ou l'oubli, notre travail ne sera pas terminé. Il est temps d'agir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Sur ce, je passe le micro à Maryse Méo, que je m'excuse si je massacre, de l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Ces défis sont souvent invisibles. Se manifeste chaque jour dans ce domaine crucial, l'accès au logement libre. Chaque année, lors de renouvellement des baux, j'entends des voix pleines d'inquiétude. Comment vais-je faire? Je n'y arrivais déjà pas. Ces mots expriment clairement un manque criant de ressources, un manque de soutien. J'entends aussi ces paroles pleines de frustration. Je me suis encore chicanée avec mon voisin. Cela témoigne de l'ignorance et de l'incompréhension mutuelle et du besoin de sensibilisation aux défis spécifiques des personnes handicapées. Et il y a cette peur constante. Je ne peux pas le dire. Mon propriétaire va me mettre dehors. Il n'y a pas d'autre logement. Ils se sentent prisonniers, contraints de vivre avec des frustrations par peur de représailles. Enfin, il y a l'incompréhension face à leurs responsabilités. Une incompréhension qui alourdit leur quotidien. Aujourd'hui, il est essentiel de nous rassembler, de faire entendre nos voix et de mettre en lumière ce besoin urgent.
Nous devons créer un environnement où chaque personne, peu importe sa situation, peut vivre sereinement. Nous avons tous besoin de nous sentir soutenus, compris et respectés. C'est pourquoi des rassemblements comme celui-ci prennent tout leur sens. Nous devons continuer à lutter pour l'amélioration de la vie de chacun, pour que chaque voix, chaque besoin soit enfin entendu. Merci beaucoup. Moi, je vais vous donner un témoignage anonyme d'une personne immigrante. Et ça commence. J'ai écrit ce texte pour parler de la crise du logement abordable au centre du Québec, en particulier pour les personnes immigrantes qui s'installent dans notre région. Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, ni signer mon nom à la fin de ce texte, parce que j'ai moi-même à part des conséquences que cela pourrait avoir sur ma vie personnelle. Par précaution, certains de mes propos dans ce texte resteront volontairement flous afin de ne pas m'exposer ni exposer mes amis, puisque nous craignons que cela pourrait avoir des impacts négatifs sur nos logements. C'est à ce point grave. Les propriétaires de la région ont un pouvoir immense sur un groupe de personnes déjà vulnérabilisées. Oui. Ici, à Victoriaville, il y a trop peu de logements abordables pour toute personne vivant sur le territoire. Mais pour les personnes immigrantes qui déménagent dans la région, la situation est une véritable catastrophe. Trouver un logement quand on est immigrant ou immigrante à Victoriaville relève d'un miracle. Et encore, on ne parle même pas d'un logement abordable, ce qui devient une mission presque impossible. Les propriétaires qui acceptent à louer des personnes immigrantes se font très rares par ici. Et ceux et celles qui font profitent parfois du manque de connaissances des droits de leurs nouveaux et nouvelles locataires pour effectuer des visites sans parvenir, refuser d'effectuer des rénovations pourtant essentielles à la salubrité et à la sécurité du logement, augmenter démesurément les prix du loyer. J'ai déjà entendu dire que des propriétaires justifiaient leur hausse des loyers illégale en affirmant qu'une personne immigrante allait forcément dégrader les logements comme si c'était une évidence. Je vous assure que si vous voyez certains logements dans lesquels vivent mes amis et leurs familles nouvellement déménagés à Victoriaville, vous n'accepteriez jamais que vos enfants y habitent. Moisissures, escaliers dangereux, fenêtres inaccessibles, coquerelles et plus encore. Le tout pour entre 1200 et 1500 $ par mois. C'est inhumain. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Djibril, Samara ou Juruba que tu ne devrais pas avoir le droit à un logement abordable, sécuritaire et salubre. Et pourtant, un simple nom, une couleur de peau ou une pratique religieuse peuvent mener à un refus systématique de la part de certains et certains propriétaires. Je le sais parce qu'on m'a déjà dit, des personnes sans gêne, on n'accepte aucun immigrant dans nos logements. La situation de rejet envers les immigrants ne fait que s'aggraver. Dernièrement, nous sommes pointés du doigt publiquement par des figures politiques qui nous accusent d'être responsables de la crise du logement au Québec. Pourtant, plusieurs groupes d'experts ont déjà affirmé qu'il n'existe aucun fondement pour étayer ces accusations. Ce genre de discours ne fait que tisser le racisme et la discrimination envers les immigrants, en plus de rendre encore plus difficile pour nous de trouver un logement décent. Victoriaville peut être une ville accueillante pour tout le monde, mais pour cela, il faut des logements abordables, reconnaître que le racisme existe et surtout agir collectivement sur ces injustices. Les gens ne vont pas bien, les gens ont besoin, il y a des demandes qui explosent. Juste pour vous donner un aperçu, on a une moyenne de 1500 repas le dîner qu'on offre donc par mois. C'est une augmentation, c'est plus que le double de l'année passée.
On offre les déjeuners gratuitement aussi. Donc, on a en moyenne 350 personnes qui viennent déjeuner gratuitement à chaque matin. On a aussi un projet boîte à lunch. Donc, on offre gratuitement des repas dans les écoles pour les jeunes qui dînent. Donc, on a 250 inscriptions juste cette année. Puis ça, c'est gratuit. Ça ne serait pas possible grâce à nos 75 bénévoles qu'on a. Donc, je tiens à les remercier. Mais la réalité est ça. Les gens ne vont pas bien, ils n'ont pas d'argent. Tu sais, sur l'heure du midi, là, pour venir dîner, ça coûte $1. N'importe qui. Des fois, il y a des gens qui n'ont même pas ce $1 là. On les laisse passer quand même. Mais c'est déchirant. C'est dégueulasse. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste vous remercier d'être là et de dénoncer un peu toutes ces injustices-là. Après ce rassemblement, nous avons invité à Evelyn Hermans à notre studio, qui nous a parlé en profondeur des différentes demandes qui ont été déjà faites au gouvernement pour contrecarrer les effets de la crise des logements. Elle a parlé aussi des services offerts par l'Association des locataires du centre du Québec pour améliorer la situation de nombreux citoyens confrontés à cette problématique. Evelyn, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci. Bon, Evelyn, pour contextualiser un peu les gens, on va commencer pour savoir qu'est-ce que c'est l'Association des locataires du Centre de Québec. Oui, l'Association des locataires Centre du Québec, c'est un organisme de défense des droits des locataires et d'éducation populaire. Donc, on donne de l'information juridique. On ne fait pas de conseil juridique puisqu'on n'est pas des avocates. Mais par contre, on se réfère toujours là, au Code civil, à la loi là, que tous et chacun peut trouver là, dans le Code civil, en fait. Là, ouais. Et ça fait combien de temps qu'existe cet organisme? Et aussi, ça fait combien de temps que tu es directrice de cette organisation? L'association existe depuis plus de 40 ans déjà. Elle a une bonne expertise en droit depuis tout ce temps. Moi, ça fait 5 ans là, que je suis à la direction de l'association. Et par rapport à l'équipe, c'est qui conforme l'équipe justement pour pouvoir arriver à résoudre les problèmes de, j'imagine, beaucoup de gens? Oui, effectivement, qu'on a de très hautes demandes là, des locataires. Là, on reçoit beaucoup d'appels, tout ça. Donc, il y a moi à la direction, puis j'ai Lauriane Fréchette là, qui travaille avec moi. On a des tâches, je dirais, multitâches qu'on est en fait, là, comme on est juste 2 dans l'équipe, puis on dessert tout le centre du Québec. Hein, fait que c'est un grand territoire à couvrir là, pour 2 personnes. Parfait. Bon. Cette mois, vous avez fait un rassemblement, justement, pour parler de la crise des logements. Aussi, pour contextualiser les personnes, qu'est-ce que c'est la crise des logements? En fait, la crise du logement en est une aussi crise sociale aujourd'hui, là, puisque, la crise du logement, c'est la pénurie de logement, entre autres, à des prix qui sont modestes, voire faibles, en tout cas. Le terme abordable se promène beaucoup, là, quand on entend la crise du logement. On a besoin, en fait, de logements sociaux et de logements qui sont vraiment à des prix qui respectent le 30% du revenu des personnes. C'est un peu comme ça que le logement abordable devrait se définir. Donc, voilà. La crise du logement et ça. Puis, découlant la crise sociale, en fait, là, les gens ont une problématique à savoir est-ce qu'ils vont payer leur épicerie ou payer leur loyer, puisque les prix sont vraiment exorbitants en ce moment. Donc, on a des multiples problématiques, en fait, là, suite à la crise du logement, là. Oui, parce que dans ces rassemblements, vous avez parlé des injustices, justement, dans la journée de la justice sociale. Quelles sont les injustices que vivent actuellement les citoyens par rapport al logement? En fait, par rapport au logement, c'est sûr qu'il y a la discrimination qui est là. Par exemple, des familles ou des mères monoparentales, tout ça, c'est pas évident là, de se trouver un logement actuellement quand on a des enfants. Je pense que c'est plus facile quand on a des animaux, étrangement. Je veux dire, en tout cas, ça fait drôle de le nommer comme ça. C'est vraiment particulier. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'inégalités aussi dans le respect des droits des personnes. Il y a d'excellents propriétaires. Il y en a aussi, par contre, qui utilisent des manœuvres un peu douteuses ou qui mettent de la pression pour faire peur aux locataires. Il y en a qui quittent à cause de ça. Donc, la santé mentale est fragile auprès des personnes en général, je pense bien, là, dans le contexte actuel, mais aussi auprès des locataires. Là, la pression sur leurs épaules est forte, là. Et oui, parce qu'on voit que maintenant, il y a une grosse demande de logement. Qu'est-ce que c'est légal et qu'est-ce que c'est pas légal? Au moment de, si on trouve un appartement, est-ce qu'on peut faire une réservation, on peut donner de l'argent pour le réserver ou non? Comment ça marche?
Ben, en fait, premièrement, si on trouve un logement, là, l'idée, c'est bien de le visiter en premier, hein, parce qu'on voit passer des choses que les gens ont juste vu 2-3 photos du logement, n'ont pas visité l'endroit, signent quand même un bail, puis prennent avec ça. Puis là, quand ils prennent possession, ben parfois, c'est pas toujours ce qui a été montré en photo, tu sais. Fait qu'à la base, déjà, de visiter vraiment le logement, là, ça serait comme basic, comme première étape. Bon, plusieurs propriétaires vont demander des dépôts. Donc, pour les clés, les animaux, bon, tous ces dépôts-là, en fait, sont illégaux, bien qu'en pratique, si on veut le logement, bien, on va payer le dépôt pour l'animal parce qu'on n'en trouvera pas de logement, dans le fond, qui va accepter l'animal. Mais le propriétaire, là, légalement, dans le Code civil, peut demander seulement le dépôt du montant du loyer qu'il va utiliser pour un paiement de loyer, en fait. C'est pas pour garder dans un compte en banque au cas où qu'il arrive quelque chose, là. Mais c'est ça. Dans la théorie, dans la pratique, c'est comme deux choses bien différentes. Puis, tu sais, j'invite les gens vraiment à communiquer avec nous pour bien connaître leurs droits. Là, on a créé un petit guide du locataire, là, vraiment juste avec les infos générales, tu sais, que tout bon locataire devrait connaître avant d'emménager. Fait que ça vaudrait la peine, là, c'est ça, qu'ils communiquent avec nous, qu'on les informe. Puis, tu sais, je dirais de signer un bail écrit aussi, ce serait vraiment quelque chose qui serait pertinent. Le bail verbal a les mêmes droits, tout ça, mais c'est plus difficile à prouver hein, quand on a fait seulement un échange verbal entre nous. Donc, lorsque le bail est signé, que c'est écrit qu'on a le droit aux animaux, tout ça, ben, tu sais, c'est là. Donc, on peut se défendre avec ça si jamais il arrive quelque chose, là. Oui, parce que c'est un problème, non, une situation que il faut trouver un logement, mais bon, le propriétaire demande de l'argent. Mais il y a un autre problème qui c'est, je suis déjà dans l'appartement, mais il y a une grosse augmentation du prix du logement. Et bon, qu'est-ce que peuvent faire les gens? Oui, en fait, puis c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Là, nous, on a une très, très hausse demande des locataires parce que c'est le renouvellement du bail, là, jusqu'au 31 mars, l'augmentation de loyer, tout ça. Bon, le taux 5,9 que le tribunal suggère en ce moment, ce qui est quand même un taux élevé dans le contexte où l'inflation, tout ça, est déjà élevé pour les gens. Donc, si on reçoit une hausse élevée, qu'il n'y a pas eu de réparation, qu'on ne comprend pas, en fait, pourquoi on aurait 100$ d'augmentation pour dire un chiffre, on peut toujours refuser cette hausse-là, à moins qu'on reste dans un immeuble qui est neuf ou de moins de 5 ans, où là, on ne peut pas refuser. Mais encore là, j'invite les gens à communiquer avec nous, s'informer. Mais c'est ça. Donc, on peut toujours refuser l'augmentation, puis demeurer dans notre logement quand même, là. Ça s'appelle le droit au maintien dans les lieux. Donc, c'est pas vrai de dire que si je refuse, mon propriétaire va pouvoir me mettre dehors, là. Puis c'est des choses qu'on entend, là, tu sais, que les propriétaires vont menacer la personne en lui disant, ben, tu sais, si tu n'acceptes pas mon 80$, ben, tu vas être dehors. Dans le fond, tu te trouveras un autre endroit. Tu sais, fait que c'est un peu ça aussi, quand je vous parlais de manœuvre douteuse, où, tu sais, c'est de la pression qui est encore là. Tu sais, il y a des gens qui sont isolés, qui n'ont pas de famille, qui savent pas trop leurs droits, tout ça. Fait que ça fait que des gens acceptent parfois des choses qui sont vraiment élevées, puis qu'au final, ils ont de la misère à payer, tu sais, à la fin du mois. Bref, c'est ça. Le recours, là, c'est vraiment le refus qu'il faut retenir dans les cas où c'est possible. Et à part de ces deux problématiques, quelles sont les autres plaintes que vous recevez dans l'association des locataires du centre du Québec? En fait, il y en a plusieurs. Je pourrais t'étaler toute la liste. Oui, mais le plus courant. Mais actuellement, c'est ça. Renouvellement du bail, beaucoup. Les réparations qui ne sont pas faites par le propriétaire. On a quand même des problèmes, là, des cas de moisissure qui sont dénoncés aussi. De plus en plus, là, à l'intérieur du territoire du centre du Québec, là, il y a vraiment une problématique à ce niveau-là où les propriétaires délaissent le logement, en fait, ou l'entretien, qui s'en occupe plus ou moins. Fait que ça, c'est quand même grave, là. Je veux dire, ça peut porter atteinte à ta propre santé. Donc, c'est très néfaste. Reprise de logement aussi, là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, puis qui ne sont pas toutes vraies. Hein. Une compagnie, par exemple, ne peut pas reprendre le logement là, dans un immeuble. Tu sais, il y a vraiment des choses étranges qui se font pour sortir les locataires et augmenter le loyer avec la nouvelle personne qui va arriver. Fait que c'est ça, des tentatives là, spéciales qu'on voit, là, ouais. Fait qu'on est content quand les gens nous communiquent avec nous pour s'informer avant de signer quelque chose, puis qu'on peut les aider, tu sais, à répondre par une lettre ou, tu sais, on a plusieurs services, là, dans le fond, qu'on peut offrir aux gens dans les problématiques, là.
D'accord. Et par rapport au sujet du rassemblement de la journée de la justice sociale, actuellement, il n'y a pas beaucoup de logements abordables. C'est aussi une demande que vous faites au gouvernement. Et pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup de constructions, beaucoup de nouveaux bâtiments, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de logements abordables? Non, exactement. En fait, oui, on revendique ça. Les regroupements le font, le FRAPRU, le RECLAC, font ces revendications-là depuis longtemps concernant le logement social, justement, le logement abordable, c'est la même chose. Tu sais, oui, il y a beaucoup de constructions neuves actuellement qui se font à des prix qui sont très élevés quand on veut aller les louer. Puis, nulle part, c'est écrit que dans ces immeubles-là, par exemple, on devrait garder, je sais pas, 15% d'un pourcentage de logement dans cet immeuble-là qui serait, oui, abordable. Bon, abordable à quel prix? C'est toujours ça le défi, mais bref, qui serait quand même moindre que le 1200 qu'on voit là de plus en plus, comme prix de loyer actuellement, là. Fait que oui, il y a un grand manque. Fait que le gouvernement doit faire descendre l'argent. Je veux dire, c'est par là que ça va passer, pour le logement social, là. C'est pas miraculeux. Mais il faut en faire. Logement abordable, ben c'est la même chose. Ça va prendre des constructeurs, investisseurs, je sais pas, là, qui ont la main sur le cœur peut-être pour pouvoir offrir des logements qui sont moins chers. La construction est chère à la base, donc on est quand même pleinement en mesure de comprendre que oui, ça crée une problématique parce qu'il faut payer l'hypothèque aussi, là. Oui. C'est pas tout de vouloir avoir des loyers à 600 $ dans son immeuble. Il faut aussi être capable de payer l'hypothèque qui va aller avec ça. Mais c'est ça. Puis il y a des coops, il y a du logement communautaire aussi qui peut se créer. Fait que il faut peut-être innover un petit peu dans la façon de faire parce que là, clairement, ça fonctionne plus ou moins ce qu'on fait actuellement. L'offre et la demande va finir par se rétablir sans doute avec la construction neuve, mais concrètement, là, demain matin, c'est pas ce qui va se passer. Puis la tangente n'est pas très positive là, vers où on s'en va en ce moment, je pense. Et au niveau des services, quelles sont les étapes et comment vous aidez les personnes? Jusqu'à quel moment? Est-ce que, vous avez dit qu'il n'y a pas des avocats. Alors, comment ça marche l'aide pour les citoyens? Oui. En fait, non, on n'est pas des avocates. Par contre, on a des formations en droit qui sont très pertinentes. Là. On ne dit pas n'importe quoi aux gens, bien entendu. Donc, les étapes, c'est simple. Là. En fait, les personnes communiquent avec nous par téléphone, par courriel. Parfois, les gens se présentent là, sans rendez-vous, nous expriment leurs problématiques. Puis, on prend vraiment le temps d'accueillir, d'écouter, puis de voir, en fait, avec la personne, c'est quoi son besoin, puis qu'est-ce qu'elle veut faire. Nous, on va étayer les options. Oui, avec les articles du Code civil, tout ça, pour qu'ils connaissent leurs droits. Mais suite à ça, c'est vraiment à eux de nous dire ce qu'ils veulent faire. Fait que, ça peut être une lettre amicale, une mise en demeure. On fait aussi le soutien pour la demande au tribunal si quelqu'un veut faire un recours. Fait que, on va vraiment monter la demande là, avec la personne, vraiment tout ce qu'elle souhaite écrire, tout ça. Puis, on va la soutenir dans la préparation jusqu'à l'audience. On n'accompagne pas physiquement à l'audience parce qu'on est une très petite équipe, on est 2 personnes. Si on était 10, peut-être qu'on pourrait se permettre de le faire un jour, on ne sait pas. Mais c'est ça. Fait qu'on y va vraiment dans toutes les étapes comme ça. Puis, on ne fait pas le suivi nécessairement avec les personnes suite à la mise en demeure, par exemple, qu'ils ont envoyée. Parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes, mais si la personne recommunique avec nous, bien évidemment qu'on peut se rencontrer après pour en discuter, tout ça. Là, on est très accessible et très efficace, même si on est 2. Oui, et il y a aussi comme un travail de sensibilisation au niveau aux propriétaires. Comment vous faites pour contrer un peu les injustices qui des fois arrivent dans la région? C'est pas facile de faire la sensibilisation auprès des propriétaires. On est membre de la Chambre de commerce maintenant, donc, il y a une approche qui est un petit peu différente. Il y a quelques propriétaires qui communiquent avec nous, justement pour connaître les bonnes pratiques. Ils veulent faire les choses dans les règles de l'art. Fait que, on apprécie ça vraiment beaucoup. C'est sûr qu'on travaille pour le locataire, mais en même temps, si le propriétaire m'appelle pour bien faire ça, je suis extrêmement contente à ce moment-là. Puis peut-être que lui, il va en parler à d'autres, puis ils vont comprendre qu'on n'est pas contre eux. Hein, on veut vraiment qu'il y ait un travail de collaboration, en fait. Puis ce qu'on cherche à faire entre le locataire et le propriétaire, c'est que ça se passe bien entre eux, là.
sais, on n'est pas là pour monter les locataires contre les propriétaires, bien évidemment, là, tu sais. Donc, voilà. Fait que, tu sais, on essaie beaucoup de travailler en prévention, justement, avec l'éducation populaire. Tu sais, on donne des ateliers, tout ça, aux locataires, aux jeunes aussi, là, dans les cégeps, là, qu'on est en train qu'on va faire là, bientôt. Donc, on essaie vraiment de travailler beaucoup en prévention. Tu sais, quand les gens connaissent leurs droits, ben, ils sont en mesure pleinement de se défendre. Puis quand ils connaissent leurs obligations aussi, tu sais, payer son loyer, mettons, là, c'est pas mal l'obligation première, là. Tu sais, fait que à ce niveau-là aussi, tu sais, le locataire, il y a des droits, mais il y a aussi des obligations envers le propriétaire qu'il faut qu'il respecte, là. Oui, bien sûr. Et depuis que tu es directrice de l'association des locataires, est-ce que tu as vu un gros changement au niveau de la, on peut dire, dégradation du logement ici dans la région? Est-ce qu'il y a eu de gros changements? Bien, si on parle vraiment de dégradation, en fait, tu sais, du logement à la bâtisse, mettons, je pense pas que ce soit extrême. Bien que, oui, tu sais, il y a peut-être un peu plus de cas quand on parlait de moisissure, tout ça, qui nous sont rapportés à nous, mais est-ce que c'est parce que les gens connaissent plus l'organisme puis que c'était ça avant, puis ils nous appelaient juste pas? Ça serait dur, tu sais, pour moi de te dire si ces cas-là sont vraiment nouveaux ou s'ils étaient déjà existants, mais qui étaient juste pas venus à nos oreilles. Par contre, ce qu'on voit en termes de dégradation, si on veut, ben, c'est le nombre d'appels qu'on reçoit. Fait qu'en même temps, c'est bien parce que les gens s'informent, mais il y a aussi une plus grande problématique, je pense, en général. Oui, après l'inflation, la pandémie. Exactement, tout. c'est ça. Oui, c'est ça. Puis je l'ai nommé tantôt, les loyers sont très chers. Fait qu'il vient un moment, je pense, où les gens ne savent plus quoi faire. Il y a la CEF aussi pour le budget. On se réfère entre nous, entre les organismes, là, on a une bonne collaboration. Fait que je pense que c'est ça. Là, les gens, à un moment donné, ils ne savent plus où se garrocher en bon français. Puis ils finissent par nous appeler puis faire comme, mais là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que ça, oui, c'est une dégradation, en fait, de la santé mentale des gens, de leurs problématiques qu'ils vivent. Nous, ça nous fait travailler beaucoup plus fort. Oui. C'est correct, on a une bonne demande puis tout ça. Mais ouais, je pense que c'est ça. Comme je le nommais, ça ne s'en va pas nécessairement sur le bon chemin. Il va falloir trouver des solutions importantes, je pense, là, dans les années à venir, là. Evelyne, aussi, vous parlez souvent des communautés un peu plus vulnérables, comme c'est le cas des immigrants, des personnes handicapées. Bon, quelles ressources ils ont justement pour pouvoir défendre ces droits, même si parfois ils ne parlent pas la langue ou ils n'ont pas les moyens pour pouvoir se défendre? Mm-hmm. En fait, le petit guide dont j'ai parlé tantôt, il est traduit là, en plusieurs langues. On l'a là, vraiment en papier au bureau. Sinon, là, sur le site web, il est aussi disponible. Puis, tu sais, si jamais quelqu'un communique avec nous, je sais pas, là, par le biais du comité d'accueil à Victoriaville ou ici par Impact Emploi là, à Plessisville, ben, il y a toujours moyen d'avoir aussi un traducteur ou pour informer la personne puis l'aider à défendre ses droits, là. Et pour terminer, quels sont les défis, Evelyne, pour vous, pour pouvoir travailler et arriver justement à traiter tous les cas dans la région? Ben, le grand défi, je l'ai nommé, ça va vraiment être la main-d'œuvre, le financement. Je suis pas la seule là, dans ce contexte-là. Par contre, à 2 personnes pour desservir là, un grand territoire comme ça, là, c'est particulièrement prenant, on va dire ça comme ça. On est 2 filles qui travaillent avec cœur, puis on veut vraiment prendre le temps avec chaque personne, mais ça reste un défi majeur, là, vraiment. Puis c'est sûr que, on travaille pour la défense des droits, donc plus il y aura de gens qui vont être informés sur leurs droits puis qui vont les défendre, c'est ça peut-être qui va ramener un certain équilibre aussi entre le rapport de force locataire-propriétaire. C'est ça, on veut pas que les propriétaires aient le dessus sur les locataires puis vice-versa. On veut vraiment que tout le monde se respecte là-dedans, ça se passe bien, que chacun respecte leur part du contrat. Hein? Oui. La personne a payé un loyer, ben, fait la réparation. C'est comme ça que ça marche. Fait que je pense que ça va rester un défi, d'éduquer les gens, d'informer les gens sur leurs droits, puis à quelque part de les inciter à se défendre quand besoin il y a, là, puis la création de logements, ben, ça reste un défi urgent que nous, en tant qu'association, on ne peut pas combler, mais on va continuer évidemment de revendiquer en ce sens-là. Là. Quels sont les moyens, les réseaux sociaux
que vous avez pour pouvoir faire connaître l'information importante, au moins de base, pour les locataires? Bien, en fait, on a le site web qui est à jour. Là, toutes les informations là, sont vraiment sur le site web. Là, c'est très, très bien fait. Le petit guide que j'ai parlé tantôt, il est papier, mais il est aussi sur le site web. Là, fait que c'est un petit outil qu'on peut garder sur le coin de la table. C'est vraiment très, très bien vulgarisé et simple. Sinon, Facebook, Instagram, tout ça, là, les réseaux sociaux généraux, là, si je peux dire ça comme ça. Là, ouais. C'est Centre du Québec. Alors, toutes les municipalités de la MRC de l'Érable, la MRC d'Arthabasca, la MRC de Drummond, tout. Nicolette Bécancour, exactement. OK. Oui, mais je vois plein de beaux paysages. C'est vraiment fantastique. Oui. J'imagine. Bon, Evelyne, merci beaucoup pour toute l'information. On va continuer à faire un suivi de ces situations parce que la crise de logement, c'est une problématique qui touche toutes les municipalités, toutes les régions. Mais merci de l'information. Merci, ça fait plaisir.